Madame, Messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes déjà au rendez-vous de notre magazine de la semaine Info 7. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour la toute première fois sur ce plateau, Alain Bolodia. Qui est-il? Certainement vous le connaissez, il est président du parti politique, un parti de l'opposition, Lèvons-nous et Bâtissons. Il est également coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. C'est bien sûr avec lui que nous allons donc décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alain Bolodia, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Un plaisir de vous avoir dans Info 7. Un plaisir partagé. Alors, vous êtes président d'un parti politique de l'opposition, Lèvons-nous et Bâtissons. Alors, parlez-nous un peu de votre parti à ce jour. Oui, Lèvons-nous et Bâtissons en abrégé. Les BAT est tiré du livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18. Ah, vous êtes chrétien? Oui, nous le sommes apparemment tous, sauf qu'il y a deux autres amis qui viennent de nous rejoindre, mais qui sont des musulmans. Okay. Mais qui ont quand même cru à votre vision. Oui, mais Néhémie, eux aussi croient en Néhémie. Parce que ce sont deux personnes qui ont eu à changer l'histoire de ce qu'eux appellent les enfants d'Israël. Et donc, naturellement, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire connaissent l'histoire de Néhémie, au-delà de la religion. Parce qu'il fut un père fondateur du nouveau Israël actuel. C'est-à-dire qu'il a eu à participer de manière substantielle dans la conception de nouvelles politiques. Néhémie était un déporté. Et son pays a été déchiré. Il y avait la destruction à un certain niveau. Il s'est décidé, là où il était en déportation, de revenir justement pour rebâtir. C'est-à-dire que nous considérons la situation que nous avons aujourd'hui comme celle d'Israël à une certaine époque. La situation en RDC. Et donc, en RDC. Donc, nous pouvons aussi avoir des Néhémies, des gens qui viennent justement pour rebâtir l'État. Et donc, c'est sur base de cette philosophie que nous avons créé notre parti. Et cela fait combien de temps depuis la création de votre parti politique? L'idée a germé il y a bien longtemps. Et nous avons enclenché les procédures au niveau de l'administration, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, nous attendons effectivement. Est-ce que c'est une façon de nous dire que pour l'instant, le parti n'existe que dans la capitale de la RDC? Non, non, notre parti, c'est déjà un état d'esprit. Vous pouvez devenir Néhémie si vous le voulez. Il y a beaucoup d'adhérents et je pense que nous avons plus d'adhérents à l'étranger qu'au pays sur le plan statistique, bien que nous avons refait pratiquement les données parce que notre site web a été piraté. Et donc, naturellement, nous recommençons les adhésions en envoyant le fiche d'engagement et puis les dépliants. Et il y a beaucoup d'adhérents dans 15 pays de l'Europe. Nous avons une forte représentation. Ici, au pays, nous avons aussi touché 15 provinces. Il y a des gens qui adhèrent et nous jouons plus sur... nous faisons plus nous enregistrons plus nos adhésions à distance parce que nous avons effectivement un problème de moyens. Nous faisons nos réunions par Microsoft Zoom, c'est-à-dire qu'à distance. En ligne. En ligne. Voilà. Et nous organisons à telle enseigne d'avoir plus de données de province. Et donc aujourd'hui, nous pouvons prétendre avoir une forte représentativité. Alors, Alain Bolodia, vous êtes en République démocratique du Congo et vous suivez de près la situation sociopolitique de l'heure. Quelle est votre analyse de la situation d'abord sociale en République démocratique du Congo? Bon, la situation sociale n'est que la conséquence de la situation politique. Parce que depuis que nos amis prétendent être au pouvoir, nous sentons qu'effectivement c'est un domaine... Oui, ils sont au pouvoir, vous voulez parler... Non, ils doivent le prouver, il ne suffit pas seulement de le dire. Parce que avoir le pouvoir, c'est avoir la capacité, les aptitudes de changer les choses. Nous sentons qu'ils sont en train de battre de l'aile et cela a des répercussions sur le plan social. Aujourd'hui, le Congolais devient plus pauvre qu'avant. Et notre pauvreté apparaît de plus en plus déshumanisante. Déjà par rapport aux données, il y a plus de 71% de pauvres dans notre pays. Des gens qui vivent en deçà de seuil de pauvreté, avec 0,25 $ par personne et par jour. Au-delà de ça, il y a une sorte de dichotomie qui s'impose à nous.
parce que notre économie étant duale. Il y a de ceux qui sont dans le formel, d'autres sont dans le formel, et fort malheureusement, le formel est plus dominé par les étrangers. Et lorsqu'on nous présente des données sur base des agrégats macroéconomiques, on semble nous dire que nous devenons plus riches parce que le PIB ou le oui, mais exactement, c'est ça. Vous pensez que ça ne reflète pas la réalité? Du tout, madame. Nous sommes en train d'assister à une croissance économique appauvrissante. Croissance économique appauvrissante. C'est-à-dire qu'on exploite nos ressources. Il faut les savoir que ces ressources sont épuisables. Et ceux qui exploitent sont plus des étrangers, des expatriés. À la fin de leur production, ils renvoient leurs dividendes chez eux. Et ce qui reste, ce sont des miettes. Alors que la population... Le vrai problème dans tout ça? Il y a un problème de politique. Toujours politique. Il y a un problème de politique. Ce sont des politiques contradictoires qui justifient dans une large mesure la situation que nous avons. Au-delà de ça, sur le plan interne, les inégalités sont de plus en plus croissantes. Les politiciens ont plus de moyens que les restes des Congolais. On crée plus de riches politiciens voleurs que des commerçants, des gens qui viennent, qui produisent. Riches politiciens voleurs. Effectivement. Ce sont là nos réalités. Vous les avez vus? Ils sont où? Mais je peux commencer à vous les citer. Allez, il y a quelqu'un qui vivait grâce au salaire de sa femme et qui considère aujourd'hui que 1 million c'est rien. Je cite ici M. Félix Tshisekedi. Il est devenu riche, insolemment riche, du fait il vivait grâce au salaire de sa femme. Aujourd'hui... Vous étiez là, c'est lui-même qui l'avait dit. Il a dit, j'ai la vidéo, si vous voulez je peux vous l'envoyer. Il a dit qu'il vivait grâce au salaire de sa femme. Aujourd'hui, il considère que 1 million c'est rien. Et nous voyons l'opulence. Mais il est comme un président de la République, il reçoit un salaire. C'est comme aujourd'hui, on peut voir Alain Bolodia qui se retrouve dans une entreprise. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il est devenu riche. Voyez-vous, ce sont des réalités qui font qu'aujourd'hui, nous constations... Est-ce que la situation Félix Tshisekedi ne l'a pas quand même amenée, on l'a décrié, ça fait quand même des années. Est-ce que c'est par mauvaise volonté que vous voulez juste dire cela, comme si c'est Félix Tshisekedi qui avait amené cette situation ou parce que vous êtes dans l'opposition? Non, mais s'il n'a pas amené, c'est-à-dire que c'est lui qui l'entretient. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez en termes d'inégalité, les inégalités sont plus croissantes aujourd'hui qu'hier. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a des indicateurs socio-économiques justement pour juger les niveaux des inégalités sociales. Hier, c'était combien? Si vous parlez de hier, vous voulez me faire allusion avant le départ de Joseph Kabila, bien sûr. Bon, je prends par exemple l'écart qu'il y avait entre un secrétaire général et un député. Aujourd'hui, un secrétaire général nous coûte moins de 400 $. Un député nous coûte pratiquement dans le 21 000, même au-delà. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a... Dernièrement, on a dit que c'est pas 21 000, c'est quand même 5 000. Et moi-même, j'ai vu même le bulletin de paie Vous avez vu le bulletin de paie ou le bulletin de la rémunération? J'ai vu quand même, comment on dit, le transaction. Ouais, alors, là, vous parlez du salaire ou de la rémunération? Le président de l'Assemblée nationale, si nous pouvons faire confiance à Vital Kamerhe... Il ne le mérite pas. Kamerhe ne mérite pas. Il n'a jamais été sincère. On ne peut pas prendre le risque de faire confiance à un tel. Mais les élus ne l'ont pas contredit, si pas Martin Fayoulou dans l'opposition. Si, il a été contredit avant même qu'il ne prenne la parole. Parce que le montant qu'il a débité ne reflète pas la réalité. Mais certains qui sont passés sur... Le bulletin de paie que vous avez vu, ça faisait mention de combien, madame? On a repris quel montant? Probablement 14 millions. Mais au-delà de ça, ils ont des primes. Ils ont d'autres avantages. Ce n'est pas ce que lui avait dit. Aujourd'hui, un député... Mais sur ces plateaux, il y a quand même des députés qui ont confirmé cela. Hein. Ils ont confirmé quoi? Qui ont confirmé, c'est que le président de l'Assemblée ont-ils la capacité de dire autrement? Ont-ils la capacité de dire la vérité? Moi, je sais que l'Assemblée nationale et le Sénat, le jour, ils nous consomment 1 million de $ par jour en termes de frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils ont les salaires, certes, mais ils bénéficient aussi de frais de fonctionnement, mais surtout des autres avantages liés au fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous calculez le coût... Oui, en termes des institutions, c'est quand même connu qu'en RDC, les institutions prennent quand même beaucoup d'argent. Oui, mais comment répartissent-ils ces montants? Pour le fonctionnement des institutions, si. Oui, mais dans le fonctionnement, il y a les primes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. On peut vous fixer 5 000 $ le mois, mais si vous agrégez les avantages, vous touchez pratiquement de 21 ou même 50 000 $. Ça dépend des fonctions. Madame, Messieurs, place à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine.
Circuler dans la ville de Matadi ces derniers temps relève d'un véritable parcours de combattants à cause des embouteillages qui bloquent la circulation. La population de ce coin du pays demande à l'actuel gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, d'instruire les autorités compétentes à mettre fin aux embouteillages. Maintenant, besoin de solution rapide. Quel embouteillage Yaouna? Quel embouteillage? Quel embouteillage? Quel embouteillage? Pas du tout embouteillage. Il y a un camion urgent, il y a maladie, donc il y a un fouille dans l'île. Ça dit embouteillage qui est trop. Si tu prends des choses, décision embouteillage. Le retour à Kinshasa est un autre casse-tête. Des embouteillages sont monnaie courante sur la nationale numéro 1. Depuis 7 heures, on vient de s'arrêter. Vraiment, comme il faut qu'il y ait un peu de temps. Attends, on va aller voir le monde. Celui on dépose, il pose ma canne sur lui, même si on va monter, ça va passer la canne. Dans la soirée, les trajets est dans l'obscurité. Pas de lumière, ce qui occasionne des accidents de circulation. Pour une ville touristique comme Matadi, l'intervention de l'autorité compétente s'avère indispensable. L'image actuelle de la commune de Bandalungwa dans son tronçon compris entre l'avenue de Libération et Bambolé laisse à désirer. Selon la population trouvée sur place, le manque d'entretien des habitants et les eaux de pluie sont les causes de cette insalubrité. La saleté est la population. Au lieu de Kayango, na place où ils allaient prévu à Kayango, Babiloko Oyo, na balabala. L'environnement est commis très sale. Il a dit à Wenze Oyo, na manque ba poubelle publique exacte. Na Wenze ndezo pesa na mbula peso ke betima ya saleté zo ta selembao ndezo ma saleté o awa banini. D'autres par contre accusent les autorités d'être en quelque sorte à la base de cet état de choses. Bon, solution nga ya ba kondi nazo mo eloko mo ya solution zo ba kondi te pona nga solution ya ba kondi nazo mo na gouvernement mutu nyonso azoleka na mona pena mutu malonga o azoya kosala biso ba bien te nazo mona ka ba ona bazoya ba sala biso ba avanti tozaka na bourgmestre ou tozaka na été stop mais le 1 tala o 24 pena et kozala salité vraiment tala yo moko regarde ça. Salité. Pour remédier à ces problèmes, les habitants demandent l'implication totale des autorités en commençant par le bourgmestre de cette municipalité ainsi que le gouverneur Daniel Bumba. Gouverneur, à côté Sikoyo, Torosenga Azali gouverneur il y a ville à Kinshasa Nyonson et non pour refaire dans le bureau T. Akita sur le terrain, à mon environnement, de plus en plus il y a Kobeba. Normalement ndenga zana baloka moye ba évacuer na imondiso salité zo pesa pe image ya bien te ye gourmet ça za mutu mo boye akoyo ko loba mais mutu ayo kay azati mais le problème est que yende autorité ye moko alande la pena. Il faut noter que l'opération Kinbopeto lancée par le gouverneur de la ville Gentil Ngobila n'a pas porté ses fruits dans la ville de Kinshasa. Le ministre de l'Urbanisme et d'Habitat, Crispin Badou, a rencontré son collègue ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba. Au milieu des échanges, les questions liées à l'expoliation des domaines privés de l'État est passée en revue. Crispin Badou, à travers cette visite, a sollicité l'implication du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, sur l'opération de récupération des biens privés de l'État spoliés par certaines personnes. Il est question pour nous de lancer une opération de récupération de biens de l'État et d'assainir le secteur de l'urbanisme et d'habitat. Donc le bien privé du domaine privé de l'État comprend notamment les immeubles, les maisons, qui sont aujourd'hui spoliés par ce qu'on appelle les spoliateurs. Alors, à la 3e réunion du Conseil des ministres,
dans sa communication, Son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État. Donc, je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du chef de l'État. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Donc les maisons, les immeubles, les emprises qui ont été spoliées, il faut que l'autorité de l'État soit instaurée et rétablie dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Il s'y est de noter que bien avant le Conseil des ministres du vendredi dernier, les ministres de l'urbanisme et habitat avaient dépêché une mission de prospection le long du fleuve Congo-Kinshasa et des dénonciations ont été faites sur l'existence de constructions anarchiques dans cet espace. Le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a pris part à l'ouverture de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a donné le go de ces assises qui vont se tenir durant 3 jours à Kinshasa. Devant les délégués des 48 États membres de l'UAT et plusieurs experts du monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Judith Suminwa a souligné l'importance de ces assises pour son pays, la RDC, et souhaite que les travaux mettent un point d'honneur sur la coopération entre les pays membres. Cette session, qui se tient cette année en République démocratique du Congo, revêt une importance stratégique pour l'ensemble du continent africain et particulièrement pour son développement numérique. Ces assises se veulent non seulement un forum de discussion et de délibération, mais aussi un creuset de pensée innovatrice essentiel pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. À son tour, Augustin Kibasa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, a exprimé sa gratitude à l'UAT pour avoir renouvelé sa confiance à la RDC pour abriter ses assises, avant d'expliquer à quel point le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accorde la priorité à la transformation numérique pour le développement intégral du Congo. Les télécommunications et le numérique ont démontré leur capacité à accélérer la transformation socio-économique. Ils ont un énorme potentiel pour accroître la productivité, rendre les institutions plus efficaces et les entreprises plus compétitives. Fort de ce qui précède, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a défini la vision du secteur des télécommunications et du numérique, à savoir faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. À savoir qu'un autre point important à soulever, c'est la prise par la RDC de la présidence du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications qui était tenue par le Rwanda pour une durée d'1 an. Alain Boloudia, comment est-ce que vous voyez, vous trouvez le leadership de Daniel Bumba à la tête de la capitale congolaise? Je ne savais même pas que c'était un leader. Je sais tout simplement que c'est un gouverneur parce que je ne connais même pas sa vision. Je ne sais pas, je n'ai pas jugé sa capacité de fédérer, d'orienter, de diriger. Donc naturellement, je ne peux pas prendre le risque de le considérer comme leader. Mais ce qui est vrai, il est en train de battre de l'aile. Et je pense que... À peine arrivé, bon, c'est pas quand même trop de le dire. Non, il n'a pas posé quand même de le dire. Non, il n'a pas posé de bons actes pour que nous arrivions effectivement à tirer des conclusions du genre qu'il est apte, il est capable. Vous pouvez quand même donner une chance? Non, mais les bons actes n'ont pas été posés, madame. Vous savez, quand vous entrez en fonction, la première des choses, c'est de faire l'état des lieux. Voyez-vous, on ne sent pas ça.
Il n'a pas fait l'état des lieux. C'est comme s'il n'y a personne à la tête des Kinshasa. Apparemment, la ville n'est pas dirigée. Il n'a pas fait l'état des lieux. Et puis, deuxièmement, il y a des actions que l'on pose à très court terme. Qu'est-ce que vous avez quand même voulu le voir faire aussitôt arrivé? Non, par exemple, convoquer les membres de son administration, tenir des réunions techniques et stratégiques, mettre en place un plan opérationnel. Jusque-là, nous ne s'entend pas. Je ne sais pas sur base de quoi va-t-il gérer la ville. L'administration n'a pas été redynamisée. Peut-être qu'il est dans les calculs, parce que le fait seulement que c'est une invention de la famille Tshisekedi, probablement qui va tenter de poser des actes en faveur de ses membres, ou sinon faire du sensationnel, attirer des gens par rapport aux politiques des CRE. Mais en réalité, lorsque vous accédez en fonction, la première des choses, il faudrait être en osmose avec ceux qui vont appliquer vos décisions. Jusque-là, cette réunion-là, je n'ai pas vu. Et puis, deuxièmement, il doit comprendre qu'il n'est plus dans la configuration, l'ancienne configuration. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans l'effectivité de la décentralisation. Il n'a plus la plénitude du pouvoir comme l'avait son prédécesseur. Les communes sont des entités autonomes. Il doit en prendre compte parce qu'apparemment, il risque de faire la même chose avec son prédécesseur alors que le contexte a changé et les compétences aujourd'hui sont réduites comparativement à ce qu'il y avait. Donc je sens qu'il y a un vide, il n'y a rien. Peut-être qu'on va vous séduire par des actions, des charmes, mais moi personnellement, en tant que quelqu'un... Ça ne passe pas chez vous? Non, ça ne passe pas. Alors, vous avez suivi quand même ces éléments qui sont passés sur Congo Télévision, la problématique des embouteillages dans la capitale de la RDC, le comportement des roulages à Kinshasa, pas d'infrastructure. Quel est votre... comment est-ce que vous analysez un peu toutes ces difficultés auxquelles font face les Kinois? Bon, le problème c'est que nous sommes tous en train de subir l'indiscipline de ceux qui sont au pouvoir. En tout cas, l'essentiel d'entre eux sont indisciplinés. Je vous prends juste des cas. Allez-y. Nous avons un code de la route qui nous exige à nous, usagers de la route, d'observer un certain nombre de choses. Parmi ces choses, il y a la détention d'un permis de conduire. Ne peut conduire que celui qui a un permis de conduire. Les permis de conduire qui n'existent même pas. Pour un pays comme la RDC. Effectivement, mais il y a des permis de conduire qui permet à certains pays de se faire un peu de l'argent. Non, mais bien évidemment, je peux vous démontrer, l'ancien ministre aux Finances a dit, avec les permis de conduire, le gouvernement pouvait s'attendre à 300 millions de dollars. Voyez-vous? On n'en a pas. Mais il y a des gens qui conduisent. J'étais quand même... outré de voir M. Félix qui conduit sans permis de conduire. Voyez-vous? Alors, comment un premier des citoyens peut-il marcher sur le droit alors que ça fait partie de normes sociétales? Quand nous avons fustigé le fait qu'il n'avait pas de permis de conduire, c'est en ces moments-là qu'on a pris le moratoire. Depuis que le moratoire a été pris jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de permis. Ne me dites pas que nous sommes incapables de oui, mais ça, c'est quand même une situation qui inquiète plus d'un Congolais. Qu'est-ce qui bloque la RDC à lancer des permis alors qu'on a autant de véhicules? Vous êtes dirigé par des indisciplinés. Il n'y a pas que ça, madame. Il y a un problème de carte rose. Peut-être que vous ne le savez pas, l'émission de carte rose a un problème. Ils ont suspendu le contrat sous prétexte que le frère à Kabila profitait de la situation. Ils ont donné le contrat à Serge Kassanda. Je pense, si je n'ai pas massacré son nom, et fort malheureusement, il n'avait pas la technologie voulue. Par rapport aux principes qui gouvernent ces secteurs, ça relève de la compétence de la DGI. Et la DGI avait signé effectivement un contrat avec une compagnie à capital allemand, je pense Ouch Congo, qui devrait en réalité délivrer le carte rose et les plaques d'immatriculation. Il y a de stock des plaques d'immatriculation dans le pays, mais on préfère aller produire en Chine. Et nous voyons comment ils sont en train de dupliquer le même numéro. C'est-à-dire qu'il y a de l'indiscipline dans le chef de ceux qui vous gouvernent. Et naturellement, ça ne peut que justifier ça. Pas ceux qui vous gouvernent, parce que vous êtes vous-même. Moi, je ne pense pas que ce pays est gouverné. Il y a des profiteurs, des gens qui en profitent, mais je ne vois pas la gouvernance en tant que telle. Le problème des embouteillages, le roulage. Madame, qui respecte le code de la route dans ce pays?
Personne. Et surtout, les roulages ne connaissent même pas quand est-ce qu'il y a infraction, quand est-ce qu'il y a... Donc, eux-mêmes, pour la plupart, ils ne maîtrisent rien. Non, mais comment sont-ils recrutés, madame? Ce sont des recommandés dans la plupart des cas. Voyez-vous, tout le monde veut être roulage. Tout le monde est en train de réguler la route. Et il faut aussi souligner quand même que certains roulages ne sont pas venus avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Hein. Oui, donc il est incapable même de le faire partir, justement parce qu'il ne sait même pas comment procéder. Parce que tout ce que vous voyez là, ça reflète le niveau de vie et même le niveau de réflexion de ceux qui vous dirigent. Les désordres que vous voyez sur nos routes, c'est ça, c'est ce que nous vivons au niveau de la gouvernance. Ils sont de la même pratique, ils ne respectent rien. Ne voyez-vous pas que même ceux que vous appelez dirigeants n'ont pas la culture de respecter le code de la route? Ah oui, ils sont les champions à prendre des sensibilités. C'est-à-dire que vous êtes dirigés par des indisciplinés et naturellement, le peuple n'est que le reflet de ces indisciplinés. Mais Alain Bolodia, à vous entendre parler, vous tirez un peu trop pour responsabiliser les présidents de la République. C'est vrai que donc il n'est pas responsable de rien du tout. Laissez-moi finir. C'est vrai que c'est lui le premier citoyen et on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais la situation dans laquelle la RDC évolue, vous pensez que c'est par un bâton magique que Félix Tshisekedi devrait du coup changer les choses? Non, s'il imposait la discipline déjà à son niveau, ça allait influencer. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants de rentrer avant 19h alors que vous-même vous rentrez à 23h. Même s'ils rentrent à 22h, qui va vous le dire? Parce qu'il peut y avoir complicité. Commencez d'abord à respecter les lois de la République et il y aura des effets d'induction pour les autres. Lui-même n'est pas respectueux de nos textes. Il n'a jamais respecté la Constitution. Alors, il ne respecte pas à nos quel lois. niveau a-t-il violé la Constitution? Vous oubliez qu'il avait suspendu l'installation du Sénat, madame? Apparemment, vous oubliez. Il avait suspendu l'installation du Sénat. Voilà l'intention des peuples congolais qui sont en train de recevoir maintenant. Il a suspendu l'installation du Sénat. Ce n'est pas la première fois. Il ne fait que ça. Il ne fait que violer les accords qu'il a eu à signer en nous intégrant dans EAC. C'était en violation de l'article 213, 214, 215 de notre Constitution. Il ne fait que ça. Félix Tshisekedi n'a jamais respecté notre Constitution. Jamais. Il n'a jamais respecté nos lois. Et c'est ce qui justifie que les autres... Mais il a quand même respecté en organisant les élections dans le délai constitutionnel. Ah, il a organisé les élections. Vous appelez ça l'élection? Ça, c'est le banditisme électoral. Ce ne sont pas les élections en tant que Ou c'est parce que vous êtes dans l'opposition que vous parlez ainsi, parce qu'on a vu des félicitations qui sont venues quand même au-delà de frontières de la RDC. Ah, ce sont les autres qui doivent les féliciter et non la Constitution. Les Congolais n'ont pas rejeté. Ah, ils n'ont pas rejeté parce qu'ils n'ont pas pris des armes, en fait. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il est en droit de faire ce qu'il veut. On peut distribuer les machines. On peut avoir un président de la CENI. On vous a distribué une machine? Vous en avez eu chez vous? Non, on a distribué les machines aux membres de l'Union sacrée. Vous étiez là? Le tricheur en chef n'a fait que ça. Vous étiez là? Vous avez vu? Vous avez vécu? Ah, vous oubliez qu'il y a eu 82 députés qui ont été suspendus. Ils ont été éjectés du processus électoral. Apparemment, les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ils ont eu effectivement à se distribuer les machines. Ils ont violé les grands principes de la loi électorale. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que le pays est sous-dirigé justement parce qu'il y a l'immoralité. Alors, un monsieur comme ça qui n'a jamais respecté les lois de la République et la Constitution, pensez-vous vraiment qu'il peut influencer positivement les choses? Je ne pense pas. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Info 7 et on se retrouve juste après pour un autre débat. Depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Nous pouvons mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le faire reculer, et ce, dans le destin bien compris de redorer le blason de notre parti
sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu ce qu'on appelle un arrêt déclinatoire des compétences. Ça veut dire qu'elle s'est déclarée incompétente de juger Salomon Idou Kalonda Dela du fait que Salomon Kalonda Dela est aujourd'hui sénateur de la République et de par ses fonctions, il ne peut pas relever de la cour militaire. Alors c'est comment votre satisfaction en tant que sa défense Nous sommes très contents parce que le droit a été dit. Ça permet à Salomon Kalonda Dela d'évacuer à ses occupations des sénateurs, mandat qui lui a été confié par le peuple congolais. De toute façon, Salomon Kalonda Dela a toujours clamé son innocence, mais surtout il a déféré à toutes les convocations de la justice. Et même quand son état de santé n'a pas permis, il a été évacué pour être soigné, mais il est revenu. Et il a répondu devant la justice. Et aujourd'hui, que le droit soit dit dans des sens qui est conforme à notre constitution et aux règles qui régissent notre État, nous sommes contents et satisfaits. Mais écoutez, aujourd'hui, la justice militaire, aujourd'hui la cour militaire particulièrement, s'est déclarée ne plus être en mesure de juger Salomon Kalonda Dela parce qu'il a une qualité qui ne permet pas qu'il soit poursuivi. Merci. Alain Bolodia, pour vous, Félix Tshisekedi n'est pas la personne qu'il faut pour le développement de la RDC. Mais que dire de ces personnes qui crient haut et fort que Félix Tshisekedi est l'homme de la délivrance de la RDC? Bon, peut-être qu'ils sont délivrés de leur pauvreté, de leur naïveté. Ils argumentent quand même en parlant de l'électrification de certaines artères, la construction de certaines routes à travers le pays, mais aussi des infrastructures scolaires. Oui, mais faisons en termes de statistiques. Ne parlons pas en termes de réalisation, madame. Il a construit combien de kilomètres? A-t-il reçu, n'a-t-il pas reçu plus de moyens que les autres, que ses prédécesseurs? Peut-être vous ne savez pas, M. Félix Tshisekedi, à lui seul, en 5 ans, il a eu à gérer plus de 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes endettés après plus de 10 milliards de dollars. Peut-il nous dire, peut-il faire une comparaison entre ce qu'eux appellent réalisation et le montant géré? Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plus de scandales en termes de détournement qu'en termes de réalisation. Mais certains estiment que du temps passé, c'était plus la dictature et que ce qui s'est passé était en coulisses. Et maintenant, avec Félix Tshisekedi, la démocratie et tout... La démocratie permet aux gens de dénoncer, mais de comprendre ce qui s'est passé. La démocratie, aujourd'hui, d'après ce qu'on vous a dit, la démocratie aujourd'hui permet aux gens de dénoncer, mais ne permet pas aux gens de ne pas voler. Parce que tout ce que nous voyons, il n'y a que les scandales. N'est-ce pas un changement est un processus? Oui, mais c'est un processus, effectivement, mais il n'y a pas de changement du tout. Parce que il ne fallait pas commencer quelque part? Non, mais on a déjà commencé, ça fait 64 ans que nous avons commencé quelque part. Non, mais ce n'était pas 64 ans, mais voilà, avec Félix Tshisekedi, on a eu plusieurs présidents. Mais là, avec Félix Tshisekedi, il ne fallait pas commencer? Non, mais il n'a pas commencé, il n'a fait que renforcer le détournement de fonds. Et fort malheureusement, lui-même n'est pas exempté de ce que nous fustigeons. Parce que c'est lui qui crée les conditions pour qu'il y ait des détournements. Comment ça y est, créer des conditions? C'est lui qui a initié le programme de 100 jours. Il y a eu des détournements, madame, avec un bagatelle de 700 millions de dollars. L'argent a été détourné. L'essentiel des projets qui ont été mis sur pied n'ont pas vu le jour. Peut-être que vous ne savez pas, la province du Congo central, et plus précisément la ville de Mwanda, devait bénéficier de 192 millions de dollars pour la construction de bases électriques la construction d'une centrale électrique à base de gaz. 192 millions de dollars. Avez-vous vu la réalisation? Non. La modernisation du port de Kalemi, 65 millions de dollars. Avez-vous la réalisation? Non. On a décaissé 240 millions de dollars pour réhabiliter des routes, renforcer le pont, 24 ponts, 20 bacs, 10 sauts de moutons. Avez-vous vu ces réalisations? Non. C'est-à-dire qu'on a décaissé l'argent, il y a eu des détournements. Mais là, ce n'est pas la justice, c'est pas la justice de faire son travail. Non, mais la justice a fait son travail. La justice a condamné l'un des coupables.
Mais Félix Tshisekedi a influencé la justice à les libérer. Aujourd'hui, la personne a été promue. Il n'entre pas dans la gestion ou dans le travail de la justice. Est sérieux de sa part. Qui a fait de Caméré coordonnateur de programme de 100 jours? Ne me dites pas que... Mais chacun ne devra pas faire son travail. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit Félix Tshisekedi a créé les conditions pour que les gens détournent. Parce que Félix Tshisekedi n'avait pas la compétence d'initier de projets de développement. Il l'a fait à la présidence. Aujourd'hui, vous avez le projet Tchilé-Gelou. C'est à la présidence. Vous prenez la gestion de 366 millions d'endettement pour la Covid. Ça a été géré au niveau de la présidence. Vous avez le programme PAU, programme alimentaire d'urgence, où il a pris l'argent au niveau du Fonds monétaire international, du Fonds de promotion de l'industrie, pour aller acheter le produit de première nécessité au niveau de province, avec l'accompagnement de l'armée. L'argent a été détourné. Vous avez aujourd'hui les 145 territoires, avec 1,660 millions qu'il a mis à disposition du ministère du Plan. Peut-il nous faire l'état des lieux? C'est lui qui crée les conditions. Alain Bolodia, depuis que Félix Tshisekedi est là, n'a-t-il pas fait quelque chose de bien? Non, mais il s'est enrichi. Il a enrichi... Pour le peuple, il n'a rien fait. Il a enrichi son entourage. Ils sont devenus insolemment riches, alors que la population est restée dans la pauvreté. Alors que dire de la gratuité de l'enseignement, qu'il a une disposition constitutionnelle? Madame, c'est comme vous êtes au foyer, votre mari s'est endetté, et on vous dit, non, voilà, comme il est décédé, c'est à vous de payer. Qui a fait du bien à qui? Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, comme ce qu'eux appellent gratuité, c'est nous qui allons payer. C'est ce qui justifie les 10 milliards de dollars. Il s'est endetté. A-t-il mis en place un mécanisme d'autofinancement? Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, en termes de qualité, parce que la finalité du processus enseignement-apprentissage, ce n'est pas de voir beaucoup d'enfants à l'école, mais plutôt rehausser le niveau. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, même les manuels scolaires, ça n'existe pas dans le pays, on n'en produit pas. Qu'est-ce que vous entendez par gratuité de l'enseignement? Permettre aux enfants d'aller à l'école ou former. En termes de qualité, la qualité ne suit pas. C'est-à-dire que c'est un criminel pédagogique, il est en train de tuer notre avant de parler, je viens quand même avec cette question d'un internaute qui se disait l'autre fois, pourquoi les opposants congolais ne voient que noir tout ce que ceux qui sont en régime font? Non, mais apparemment, tout ce que ceux qui sont du régime font est bien. Alors dites-moi, où est Nicolas Kazadi? Si tout est bien. Parce qu'aujourd'hui, ça a été démontré que l'essentiel des projets, on n'a connu que des scandales. Vous applaudissez la construction de ceux de Mouton, 5. Tous sont inachevés, alors qu'on devait en construire 10. Les ceux de Mouton sont inachevés. Inachevés. Comparez le maquette et ce qu'on vous présente. Ce n'est pas la même chose, madame. Ce qu'on vous avait présenté, ce n'est pas ce qu'on vous a donné. On nous a, parce que vous vivez quand même à Kinshasa. Non, mais nous vivons à Kinshasa, il y a eu des tournements. Moi, je condamne, vous applaudissez. Donc, je comprends que c'est en votre avantage. Parce que tout ce qu'ils ont conçu comme programme, ils n'ont fait que détourner. Et prenez. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de la maternité aussi. Non, mais la gratuité de la maternité, ils ont réquisitionné combien d'hôpitaux, madame, dans la ville de Kinshasa? Combien? Quelle est l'enveloppe prévue pour prendre en charge? Ils nous avaient parlé au départ de 40 millions. 2 ans après, on a le même budget. Est-ce que le personnel qui sont commis pour ces faire sont-ils pris en charge? Est-ce qu'on a les kits pour prendre nos femmes en charge? Peut-être que vous ne savez pas. En termes de taux de mortalité, il y a une augmentation dans ces hôpitaux-là. Justement parce qu'il n'y a pas de mécanisme de suivi ou de mise en application de ces fameux programmes. Aujourd'hui, nos femmes sont en insécurité justement parce que vous leur demandez d'aller dans ces hôpitaux gratuitement, mais arrivé là-bas, il n'y a pas de kits. Quelle est la responsabilité ou la contribution des opposants dans la gestion de la chose publique? Nous sommes le contrepoids. Nous sommes des garde-fous. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes ces chiens qui aboient. Fort malheureusement, le caravanier ne veut pas écouter ce que nous disons. C'est nous qui lançons des alertes. Parce que lorsque nous lançons des alertes, vous vous êtes déjà approché de ceux qui gèrent dans tel ou tel domaine. Non, mais la Constitution ne nous oblige pas de les approcher. Vous ne pouvez pas faire part de vos contributions? Non, mais nous le faisons, madame. Quand je fais des critiques, il y a quelqu'un qui va vous envoyer des messages pour vous dire qu'on voit tout en noir. Alors que plus de 71% de la population vit dans la pauvreté. Quand nous dénonçons, c'est ça notre rôle. Et je ne sais pas, M. Félix, qui vient de l'opposition, pouvez-vous me brandir un seul document en termes de proposition
qu'il a eu à déposer à ses prédécesseurs, il n'a jamais fait. Mais nous, au moins, nous parlons de questions de gouvernance. Lui ne faisait que critiquer. Mais nous, nous faisons des critiques avec de contre-propositions. Ce qui est différent de ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé des véhicules de l'État. Ils ont eu même à tuer certains policiers. Nous ne les faisons pas. Ils ont eu à tuer. Non, mais il y a eu beaucoup de policiers qui ont été tués pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Chez nous, depuis que nous sommes là, 0 policier tué. 0 bis brûlé. 0. C'est-à-dire que nous voulons faire l'opposition autrement. Fort malheureusement, ils n'étaient pas forts dans l'opposition, ils ne sont pas forts au pouvoir et ils veulent assez que nous puissions les imiter. On n'imite pas les médiocres. L'UDPS n'était pas forte dans l'opposition. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et les... Non, ils n'ont jamais été forts du tout, madame. Ni dans l'opposition, encore moins au pouvoir. Donc, l'UDPS, même sous l'espace... Non, j'ai dit UDPS, dès la création à ces jours, ils n'ont jamais été forts. L'UDPS n'a jamais été forte. Ils n'ont jamais été forts. Ils n'ont atteint aucun objectif. Ils ont combattu Mobutu, c'est Laurent Désiré Kabila qui est venu le faire partir. Ils ont combattu Kabila, Kabila les a achetés. Kabila les a façonnés, il leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont été corrompus par Kabila. Ce qui est différent de nous autres. Alors, Alain Bolodia, qui est derrière vous? Le peuple, ma détermination, mon amour pour la patrie. Vos relations avec Moïse Katumbi? Aucune relation. Aucune en tout cas. Alors, on vous accuse d'être à la solde de Moïse Katumbi? Oui, ceux qui m'accusent, ils sont mal éduqués. Comment peuvent-ils dire que je suis au service de Moïse Katumbi que je ne connais pas par ailleurs? Et vous pensez que Moïse Katumbi a la capacité d'acheter tout le monde comme il l'avait fait pour l'UDPS? Je ne pense pas. S'ils ont des éléments, je suis là. Moïse Katumbi. Je ne l'ai jamais soutenu. Il va me soutenir pourquoi? Il y a aujourd'hui des voix qui estiment que la constitution actuelle, dans le format que nous avons, la constitution utilisée, ne permettra jamais le développement ou de relever ce pays. Ah bon? Sur quel point précisément? Ils doivent être précis. Est-ce qu'ils ont eu le temps de lire cette constitution? Déjà, vous n'êtes pas de cet avis. Oui, parce que je trouve qu'ils ne connaissent même pas la dite constitution. Alors dites-nous ce que vous connaissez. Non, mais je sais que Félix Tshisekedi prétendait avoir un bilan positif de 2018 à 2023. Sur base de quelle constitution, madame? Voyez-vous, ils ne sont pas sérieux. Nous avons une constitution qui n'est pas parfaite. Mais cette constitution jette les jalons pour provoquer la croissance économique individuelle et permettre à nos entités de se développer. Parce que nous avons fait une mixture. Nous avons opté pour le régionalisme conditionnel où on a reconnu un certain nombre de compétences à nos provinces et dans les provinces, on a reconnu aux entités territoriales décentralisées une compétence, c'est ce que nous parlons de la décentralisation. C'est-à-dire que nous avons le régionalisme conditionnel par rapport aux provinces et au sein des provinces, il y a la décentralisation. Les entités territoriales décentralisées sont des centres d'impulsion au développement. Nous avons mis sur pied la Constitution n'empêche rien. Non, du tout. Non, la Constitution ce sont les incompétents, madame. Ce sont les incompétents qui veulent se Mais justifier. cette demande est venue de la diaspora congolaise Quelle diaspora? Qui a sollicité la révision Non, de la c'est faux. C'est M. Félix Tshisekedi. Il vous ment. Non, mais là, c'est la Constitution. C'est la diaspora qui l'a dit lors d'une interview. Non, c'est faux. C'est faux. M. Félix Tshisekedi a parlé du changement de la Constitution en Allemagne. Le monsieur qui a eu à faire le spectacle demandant la révision ou le changement de la Constitution, c'est en France. Alors que M. Félix Tshisekedi en a parlé 2 jours avant. Il vous ment, c'est lui. Mais ce débat n'est même pas à l'ordre du jour. Non, mais s'il était compétent, il n'allait même pas parler de la Constitution, madame. Dites-moi, quelles sont les dispositions de la Constitution qui empêchent à Félix Tshisekedi d'être sérieux dans la gestion? Une seule disposition, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, madame. M. Félix Tshisekedi prend les compétences dévolues au gouvernement, il les transfère à ses amis et connaissances. Il nomme Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Il prend les compétences dévolues au gouvernement, il les transfère au niveau de son cabinet. Ils ont géré le programme des 100 jours. Mais vous savez quand même qu'en RDC, ce n'est pas le président qui gère, mais il y a un chef du gouvernement, non? Madame, là vous parlez de quoi? Vous parlez de dispositions de la Constitution ou vous parlez de règlement intérieur de l'UDPS? Le président de la République participe dans la gestion. Chez nous, le président de la République... Il participe, c'est bien dit. Dans la gestion. Il participe.
Oui, il participe dans la gestion. Il a une certaine compétence par rapport à la question de la gestion. Mais attention, il n'est pas responsable de ça auprès du Parlement, qui préside le Conseil des ministres. Parce que si vous participez dans la conception, vous êtes gestionnaire. C'est lui et le gouvernement, au regard des dispositions pertinentes. Donc vous ne trouvez pas qu'il faudra que certains articles soient quand même touchés pour être clair? Non, changeons plutôt M. Félix Sekedi. C'est lui l'incompétent. Pour mettre Alain Bolodia. Et pourquoi pas? Et il pourra relever ses défis? Et pourquoi pas? Et vous pensez que Félix Sekedi est mieux que moi en matière de gestion? Madame, lui n'a jamais participé à la gestion. Dossier, on se retrouve juste après. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Et surtout à notre époque, à notre temps, Dieu nous a aidés d'avoir un chef de l'État qui est rempli du Saint-Esprit. Un chef de l'État qui respecte Dieu. Un chef de l'État qui a pris toute une nation et qui a dit: Dieu, je te remets le Congo, viens t'asseoir, viens trôner en République démocratique du Congo. L'Église doit être fière. Et l'Église doit même se dire: Dieu nous a mis à l'épreuve. Que quand il nous donne une autorité politique de ce genre, c'est savoir comment nous allons réagir. Quelle sera notre position? Comment nous allons montrer notre soutien? Soutenir un chrétien qui est politiquement élevé, ça n'a rien à voir avec les djalelo. Ça a à voir avec la vérité de la Bible qui dit: faites du bien à tout le monde, mais surtout en vos frères dans la foi. Et maintenant, si vous avez un président de la République qui est votre frère dans la foi, vous allez lui faire du mal? Vous lui ferez du bien. Et une façon aussi de lui faire du bien, c'est de lui présenter une église unie. Quand il regarde et il se dit: est-ce que mes frères sont-ils divisés ou sont unis? S'il voit ses frères unis là où il est, dans son palais là, il se sentira regaillardi. Mais quand il voit ses propres frères qui se divisent, qui se déchirent, ça déchire son cœur. C'est ainsi, en tant que partenaire de l'État, nous comme Église, le moment que l'État présente des éléments qui puissent nous permettre de dire, comme la Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre, et que le gouvernement dit: voilà ce que nous pensons pour que l'ordre puisse régner, parce que là où il y a l'ordre, même le développement aussi peut s'en suivre. C'est ainsi, j'en appelle à nous tous, que chacun de nous là où il peut être. Soutenir le chef de l'État n'a rien à voir avec les djalelo, n'a rien à voir avec les fanatiques. Archidiocèse de Kinshasa, la chancellerie, mise au point. Après la publication sur les réseaux sociaux d'une lettre prétendument du clergé de Kinshasa, faisant état de malaise persistant dans l'archidiocèse de Kinshasa, et face aux commentaires de certains médias de nature à nuire intentionnellement à l'honneur de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, la chancellerie tient à faire cette mise au point. Comme tout évêque, l'archevêque de Kinshasa a l'obligation pastorale, dictée par sa sollicitude paternelle, de rendre compte à ses fidèles, les prêtres en particulier, du gouvernement ou de l'administration de son diocèse. C'est dans ce contexte que le jeudi 4 juillet 2024, le cardinal Fridolin Ambongo a présidé lui-même la journée du clergé diocésain, durant laquelle les responsables des différents services, centres diocésains de pastoral, économat diocésain, ressources humaines, conseillers financiers, Caritas, bureau des projets, écoles conventionnées, écoles privées, diaconie, ont donné leur rapport au clergé de Kinshasa. Cet exercice synodal, qui avait commencé par la méditation de la parole de Dieu, devrait se poursuivre par un moment d'échange entre le cardinal
les responsables de service et l'ensemble du clergé. Mais après plus de 3 heures d'audition des rapports, la rencontre s'est brusquement arrêtée par la volonté d'un confrère qui avait délibérément choisi de rompre le dialogue et la communion avec l'archevêque, empêchant ainsi les prêtres présents dans la salle de poser directement des questions sur leurs préoccupations. Après cette interruption, grande était notre surprise de constater que quelques heures plus tard, un document est publié sur les réseaux sociaux. Le silence observé jusqu'à présent à l'archevêché permet donc de comprendre le mobile de cette action qui n'a pour finalité que de jeter de l'opprobre sur l'archevêque. Je veux d'abord vous remercier pour l'accueil. Après mes premiers mots, je vais adresser à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba. Merci pour la confiance qu'il a placée en moi. Nous allons mettre toute notre énergie au service exclusif des Quinoises et des Quinois. Nous allons travailler dans la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les défis, vous l'avez dit, sont immenses. Défis en termes d'assainissement, défis en termes de mobilité, défis en termes de sécurité. Les Quinois attendent de nous des réponses concrètes, immédiates, rapides et pragmatiques à tous ces défis. Nous avons des défis aussi en termes d'assainissement des comptes publics. Il faudrait que les comptes de la ville soient des comptes propres, soient des comptes qui fassent confiance aux créanciers. Il y a plusieurs défis, comme vous l'avez dit, et la République, l'État est une grosse machine. Il faut que les gens qui travaillent pour l'État soient mis en condition de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous serons quand même aussi regardants par rapport au traitement, par rapport à tout ce qui a été perçu comme des injustices ailleurs. Bref, encore une fois, c'est par ces mots que je vais demander que tous les collaborateurs, vous avez parlé du personnel politique, mais aussi le personnel administratif qui a aussi beaucoup souffert pendant ces années, beaucoup d'arrivées de salaire, de discordance dans les primes et tout ça. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sera attentif à ce qu'il y ait une justice sociale. Ce que nous promettons, c'est de travailler dans la bonne gouvernance, travailler dans la concorde, pour que seul l'intérêt des Quinois prime dans la prise de décision. Entre sa résidence et le quartier général du parti, le trajet était nord du monde. Ces débordements de la cour du siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par des centaines de membres de la Ligue de jeunes et ceux des autres structures affiliées à cette ligue au sein du parti au pouvoir est considéré comme la réponse du berger à la bergère au lendemain d'un minuscule rassemblement des frustrés autour de l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS, Dr André Teni Longondo, à la salle Maranatha dans la commune de La Gombe, dont l'objectif a été de mobiliser plus de jeunes pour exiger le départ du parti de l'actuel secrétaire général de l'UDPS. Véritable coup d'épée dans l'eau, car dans la soirée de ce mercredi 10 juillet à la permanence de l'UDPS à Limité, Augustin Kabouya a baigné dans une marée humaine. Ayant pris la parole depuis son lutrin, Mona Bouté a préféré commencer par présenter des excuses d'une part au chef de l'État pour se carrer l'inutile au moment inapproprié. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, je vous présente des excuses ce soir au nom de notre famille politique. Ce qui se passe maintenant
a scandalisé le monde entier à cause de nos intérêts personnels. Veuillez nous excuser, Monsieur le Président de la République. Alain Bolodia, aujourd'hui Israël Moutala, un journaliste et directeur de cabinet. Et cet homme qui est connu pour ses valeurs peut tout de même apporter un plus dans la gestion de Daniel Bumba. Bon, s'il est connu pour ses valeurs, certainement de valeurs journalistiques, il n'est pas connu comme politicien. Aujourd'hui, il assume une fonction politique, ce qui veut dire qu'il doit prouver de quoi il est capable. Mais ce que je constate, l'essentiel des journalistes envie le politicien. Faites tout simplement la politique au lieu de faire semblant d'être journaliste et après c'est vous. Non mais c'est pas quand même interdit un journaliste de devenir politicien. Oui, mais si vous devenez carrément le politicien, parce que quand vous passez à la télé, quand vous critiquez les gens, on sent qu'effectivement vous êtes des militants. Ce qui est vrai, on peut être un bon journaliste et être un piètre directeur de cabinet. Il doit nous prouver qu'il est capable, mais au-delà de tout, son chef direct a un problème de crédibilité. Son chef direct dans Son chef, c'est-à-dire le gouverneur, a un problème de crédibilité. Son élection a été entachée de beaucoup d'irrégularités. On a parlé de la corruption. Mais au-delà de tout, ce monsieur n'a pas une vision adaptée à notre constitution. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que lui va apporter en tant que directeur des cabinets, et surtout que nous savons comment les cabinets sont gérés. Dans ces cabinets, il y aura plus de militants de partis politiques et même le membre de la famille de Tshisekedi. Sera-t-il en mesure de donner des orientations à ces cabinets où lui est supposé ne pas être membre du l'UDPS? Il a promis de faire Kinshasa Label, donc par son slogan. C'est un slogan. C'est un slogan. Donc il va certainement travailler sur... non, mais il va travailler, il n'a pas assez de pouvoir. Parce que déjà au départ, lui-même n'est pas un homme libre. Voyez-vous, si le gouverneur était un homme libre, à même de prendre certaines décisions, même à contre-courant de son parti, on allait comprendre... Mais il l'a fait, vous n'avez pas entendu qu'il a mis, il a nommé des ministres alors que son parti politique n'était même pas au courant. Non, c'est faux. Kabouya l'a dit. Non, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on vous dit. L'essentiel de ceux qui ont été nommés ont été des recommandés. C'est faux. Vérifiez. Et déjà, d'ailleurs, madame, il a nommé 20 personnes aux membres du gouvernement, alors que la Constitution et la loi insistent sur 10. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Mal parti. Et donc, déjà, il a un problème de crédibilité parce qu'il n'a pas été bien élu. Et puis, deuxièmement, il ne veut pas respecter la norme. Et donc, en délinquant, il va trouver des gens qui vont s'y opposer et certainement qu'il va échouer lamentablement. Alors, vous avez suivi le message de l'archevêque de l'église du Réveil du Congo qui dit la véritable église n'a jamais été dans l'opposition. Donc oui. Là, ce sont le propos de l'archevêque Ejiba Yamapia qui demande aux chrétiens de soutenir Félix Antoine Tshisekedi qui est un envoyé de Dieu. Vous avez suivi? Oui, mais effectivement, il a raison. L'église n'a jamais été du côté de l'opposition, mais du côté de la vérité. Parce que être dans l'opposition, cela veut dire vous combattez le pouvoir. Dans sa logique à lui, c'est-à-dire que l'église doit être du côté de la vérité. Parce que Jésus, en qui il croit, dit il est le chemin, la vérité et la vie. Mais attention, si vous dites à la population de soutenir Félix Tshisekedi, mais il ne faut pas soutenir la personne de Félix Tshisekedi, il faut plutôt soutenir la vision. Peut-il nous dire la vision de Félix Tshisekedi? Parce que le problème, c'est que nous ne sommes pas dans la théocratie. Non, la Bible ne parle pas de Félix Tshisekedi. Non, on parle d'autorité. Oui. Mais ici, nous parlons du pouvoir. Ce n'est pas le même concept. Et puis, Félix, deuxièmement, pas une nous autorité. sommes... Non, mais attendez, madame. Nous sommes dans la démocratie. Ce qui s'oppose à la théocratie. C'est le peuple qui devrait en réalité se choisir un président. Mais lui, il est dans la philosophie de la théocratie, où c'est Dieu qui choisit. Supposons que Dieu ait choisi Félix Tshisekedi. Mais Dieu, certainement, le fera pour l'intérêt du peuple. Alors dites-moi, les détournements là répondent à quelles normes, à quelle exigence biblique? Lorsqu'on conditionne la population dans la pauvreté,
lorsqu'on détourne l'argent, lorsqu'on signe des contrats contre les intérêts de la population. Donc la population elle-même ne réagit pas, elle est d'accord jusqu'à ce jour. Ah, la population est d'accord, ça veut dire que vous voulez me dire que la population est d'accord d'être pauvre et de voir des gens s'engraisser. Elle comprend la situation. Elle comprend la situation alors qu'il y a des détournements. Qui a du mal à comprendre. Et vous pensez que je ne fais pas partie de la population? Je fais partie de ces peuples. Alors pourquoi ne voulez-vous pas écouter ce que moi j'ai dit? Vous suivez ces pasteurs que je respecte par ailleurs. Ce qui est vrai, il y a de ces pasteurs, peut-être pas lui, il y a de ces pasteurs qui ont vendu leurs âmes pour attendre les MPSA. Nous pensons que l'Église doit être du côté de la vérité. L'Église doit soutenir le peuple pour que nous sortions de la situation de pauvreté. Commençons d'abord par cette Église. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de chômeurs? Alors, posez la question à ces pasteurs. Il n'y aura pas non plus pas 100%. Posez la question à ces pasteurs s'il a une idée sur la vision de création d'emplois. Lui, il est vieux. Lui, il bénéficie certainement des offrandes. Mais il y a de ses adeptes ou de membres de son Église qui attendent des résultats de la population. Nous avons un problème d'eau. Pensez-vous que c'est Dieu qui va résoudre ça? Nous avons mis en place un cadre de fonctionnement justement pour que nous résolvions le problème de la population. Alors, les pasteurs doivent éviter de donner l'impression comme si nous sommes dans un monde parfait où c'est Dieu qui agit. Si Dieu était le gestionnaire, c'est lui qui a choisi Félix Tshisekedi. Je pense que ce Dieu-là n'est pas honnête. Ah. Je pense. Un Dieu honnête ne peut pas soutenir le malheur de la population congolaise. Mais si devant Dieu, Félix Tshisekedi ne représente pas les malheurs parce que vous n'êtes pas dans le secret. Non, mais attendez, madame, quels sont les signes qui démontrent que Félix Tshisekedi est le choix de Dieu? Un signe. Il n'a pas accédé au pouvoir par devoir simple. Ne pensez pas que Félix Tshisekedi a dédié le pays entre les mains de Dieu. C'est faux. Ils ont fait semblant d'organiser un culte au niveau de stade de martyrs. Ça a été rejeté par Dieu. Ah bon? Dieu, oui, parce que Félix Tshisekedi n'a pas été sincère. Mais ce sont les signes qui le prouvent. Quand Dieu bénit, a rejeté? Quand Dieu bénit une nation en lui dotant un bon président, la première des choses que l'on voit, certaines maladies disparaissent, la guerre disparaît. Ce n'est pas ce que nous vivons. Moi, je connais un peu bien la Bible, parce que je suis chrétien. Il n'a pas apporté la paix. La Bible dit aussi que tout sera facile. Non, mais si tout ne sera pas facile... Vous connaissez quand même l'histoire des enfants d'Israël, non? Oui. Ça n'a pas été facile. Oui, mais attention. Alors, Dieu a choisi... Pourquoi vous voulez que le choix soit facile aussi? Dieu a choisi David. Dieu a choisi Saül. N'oubliez pas, mais Saül a été vomi. Ce n'est pas pour rien que David est venu. Quand même, voilà. Il avait été choisi. Non, il a été choisi pour une mission spécifique. Mais après, il a été rejeté pour être remplacé par David. Tshisekedi peut être aussi choisi pour une mission. Tshisekedi est choisi par... Si c'est Dieu qui l'a choisi, eh bien Kabila est Dieu parce que c'est Kabila qui l'avait choisi. Je ne pense pas que Dieu pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Comment voyez-vous aujourd'hui la situation bien sûr au sein du parti présidentiel? Je préfère, en tout cas je souhaite l'éclatement de ces partis au plus vite. Si seulement ces pasteurs étaient vraiment envoyés par Dieu, que le parti UDPS disparaisse. Peut-être que le plus grand problème... Peut-être que le plus grand problème de Félix Tshisekedi, c'est l'UDPS. Parce qu'on ne peut pas avoir Félix Tshisekedi choisi par Dieu et UDPS comme son parti. C'est un cancer. Vous avez quel problème avec l'UDPS? Non, mais le problème du pays résulte essentiellement de mauvaises décisions prises par l'UDPS. Je peux vous les démontrer, madame, en 3 minutes. Oui, allez-y. Vous avez ces 3 minutes pour nous démontrer. Non, mais effectivement, vous savez que nous sommes nés une république démocratique. En 1960, ce sont les pères de l'UDPS qui ont formaté le coup d'État. 60-65. L'azérianisation, c'est l'UDPS. Voyez-vous? Le pillage, 91-93, UDPS. L'embargo, 92, UDPS. La signature avec l'AFDEL, 1996, UDPS. Voyez-vous? 99, 98, avec Laurent Désiré Kabila, UDPS. 2002, Sun City, UDPS. La forfaiture électorale, 2018, UDPS. Les détournements de fonds, UDPS. UDPS, pour nous, l'État, c'est un cancer. Alors, si ces partis disparaissaient, ça va nous aider certainement à voir... Donc, vous voulez dire que le mal aujourd'hui... C'est l'UDPS. Je voulais démontrer de 1960 à ces jours. Ce sont le père de l'UDPS
qui nous ont mis C'est pas la voix de l'opposition qui vous fait dire. Mais l'UDPS était hier dans l'opposition, madame. Non, parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas, peut-être, c'est la tête de Félix Tshisekedi et son parti. Non, mais Félix, non, mais dites-moi. Les deux choses qui vous mettent un peu mal à l'aise. Non, mais dites-moi, madame, comment un parti sérieux peut-il avoir un candidat comme Félix Tshisekedi? Candidat président. Nous parlons de la question de gouvernance. Nous avons un pays qui est en difficulté et on choisit Félix Tshisekedi. Le seul critérium ou les seuls critères qui ont milité en faveur de son choix, c'est le fait d'être fils à son père. Au-delà de ça, il n'a aucune autre qualité pour être candidat. Alors, ils ont fait de lui candidat et fort malheureusement, Kabila l'a soutenu pour faire de lui président de la République. Oui, mais et voilà le chaos. Par plusieurs parce qu'il est en train de changer les choses. Non, changer quoi? Il change les conditions de vie des Kabouya qui vendaient les carburants aujourd'hui des biens boss. Non, mais la vie est toujours... Alors, mais voilà pourquoi ici, c'est ça les changements pour vous. Je constate que le pays n'est pas géré. L'essentiel des Congolais souffre, madame. L'essentiel des Congolais souffre. Alors, nous devons un peu... Mais les changements viennent toujours avec des souffrances, non? Non, mais pourquoi on ne doit pas souffrir tous ensemble et partager le bonheur ensemble? Pourquoi devons-nous avoir des gens qui deviennent riches et d'autres qui deviennent pauvres? Même dans la Bible, tout le monde n'avait pas souffert ensemble. Hein? Ah, vous voulez qu'on réitère les exploits de la Bible? Mais il y a eu un moment où Salomon, qui était roi, il y a eu prospérité pour tout le monde. Ce moment est en train d'arriver. Pourquoi vous êtes pressé? Vous ne voulez pas donner la chance? Et vous n'êtes pas pressé? Madame, j'ai 47 ans. Derrière moi, il y a des jeunes qui croient en ma vision. Pensez-vous vraiment qu'on est pressé, nous? 64 ans après, on a 71% de pauvres. Pensez-vous vraiment qu'on est pressé? Apparemment, on n'est pas pressé. Ce sont les dirigeants qui sont pressés pour s'enrichir. Parce que s'ils avaient initié de bons projets, peut-être que nos jeunes allaient trouver des emplois. Madame, je suis jeune. J'étais jeune. J'étais jeune. Vous êtes en train de vieillir. Mais bien évidemment. Mais le pays, ne veut pas nous servir. On nous a dit que nous étions une génération sacrifiée. On veut sacrifier les générations qui viennent après nous. Je dis non. Et surtout que son père a y participé dans cette forfaiture-là. Cela doit s'arrêter. Nous avons besoin d'avoir un pays... Et comment comptez-vous arrêter cela? Non, mais par la révolution populaire. Parce qu'apparemment, le système politique étant grippé, bloqué, il faut qu'il y ait la révolution populaire. Avec l'article 104. Le mécanisme démocratique. Lequel? L'article 104. Allez-y, cet article dit quoi? Il dit qu'il faut faire échec à toute personne qui prend le pouvoir par la force. C'est le cas pour M. Félix Tshisekedi. Mais il ne l'a pas pris par la force. Si, il a utilisé l'armée pour se maintenir au pouvoir. Il y a eu une élection. Vous appelez ça élection, madame? Oui, mais on va parler de l'élection. Il y a eu élection. Il y a aujourd'hui même certains membres de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale. Certains comme qui, par exemple? Comme qui de l'opposition? Citez-moi un opposant qui est là-bas. Comme qui? Vous voulez citer les membres d'Ensemble? Mais Ensemble, ce sont des Tshisekidistes, en fait. Alors, Matata Pogno? Non, mais il vient à peine d'entrer en politique active. Il est là. Mais il est quand même dans l'opposition. Non, mais s'il le dit, il doit le prouver. Moutamba est dans l'opposition. Était. Moutamba était avec Kabila. Kabila est le géniteur du système Tshisekedi. Moutamba n'est pas dans l'opposition. Moutamba est du pouvoir. C'est lui qui a servi Félix Tshisekedi à légitimer sa CENI, son bureau de la CENI. Et donc il a quitté l'opposition il y a 2 ans. Non, mais vous ne citez que des gens qui ont des acquaintances avec Félix Tshisekedi. Citez-moi des gens qui finalement, vous voulez dire que toutes ces personnes dans l'opposition... On ne peut pas combattre Tshisekedi et supporter d'être membre de l'Assemblée. Si vous dites que les élections ont été mal organisées, vous ne pouvez pas en être bénéficiaire, madame. Vous avez contesté les résultats, mais vous siégez. C'est antinomique. Alors, moi je pense que nous devons nous ressaisir. Vous savez, tel que je suis là, tel que vous me voyez là, je suis prêt à tout faire pour libérer mon pays. Je vous Alain dis, Bolodia, je vous dis, les mots? Vous êtes prêt à tout faire? Je suis prêt. Vous constituez un danger pour le pays, alors. Ah, le pays, c'est-à-dire si on combat les antivaleurs, on constitue un danger. Non, dire peut-être faire selon l'esprit de la Constitution, c'est autre chose. Tout faire. Mais dire tout ça, madame, je vous l'ai dit, quand même un danger pour ce pays. Non, pas pour le pays. Pour les récalcitrants, pour les délinquants. Non, parce que ceux qui vous suivent en ce moment, ce peuple congolais, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Non, mais madame, même Jésus n'a pas eu l'unanimité. Alors, je suis prêt à tout faire. Donc si vous êtes une personne qui ne peut pas respecter la Constitution, c'est que vous pensez que c'est moi qui ne respecte pas la Constitution? On est en train de violer. Non, mais madame, pourquoi veulent-ils changer la Constitution? Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative de changer la Constitution. Moi, je la défends, par contre.
Ils veulent changer la Constitution justement parce qu'ils ont des deals. Et vous serez surpris d'apprendre demain que parmi les raisons qui vont leur pousser à changer la Constitution, il y a notamment les dispositions de certains articles, l'article 219. Mais dans la révision, il y a des articles qui sont aussi verrouillés qu'on ne peut pas toucher. Non, mais eux ne parlent même pas de la révision, du changement de la Constitution. Vous savez que pour que nous cédions notre eau au Tchad, il faut soit aller au référendum ou soit changer la Constitution. Vous savez que pour que le Banyamulenge ait la nationalité d'origine, on doit changer de Constitution. Ils sont dans cette logique. Et vous pensez que tout celui qui s'élève contre cette vision machiavélique et contre la patrie. Non, ce sont eux par contre qui sont contre la patrie. Et moi je suis prêt à tout faire pour leur faire échec. Sur le pied de l'article 104. C'est constitutionnel, madame, et j'insiste là-dessus. C'est constitutionnel. Oui, j'aimerais que vous restiez dans la Constitution que de dire que vous êtes... Article 64, tout Congolais a le droit de faire échec. C'est un devoir sacré. Alors, Alain Bolodia, Martin Fayoulou, aujourd'hui favorable à un dialogue. C'est votre cas aussi. Non, mais apparemment, il a toujours été favorable au dialogue parce que c'est lui qui était le premier à faire une proposition de plan de sortie des crises. C'est ça sa vision. Il va dialoguer avec qui? Mais comment vous allez imposer votre vision, lèvons-nous pour la Constitution, madame. Alors, si vous ne voulez pas dialoguer, le dialogue est toujours on va dialoguer avec qui? S'il nous précise avec qui on doit dialoguer, peut-être... Vous devez dialoguer avec ceux qui gèrent. Toutes les forces politiques doivent dialoguer quand même. Non, mais toutes les forces politiques, oui, mais il faudrait d'abord établir des responsabilités. Il faudra aussi savoir sanctionner. Si lèvons-nous et bâtissons votre parti est une force politique. Hein. Non, mais la force, quand vous parlez de la force politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas héritier en fait. On n'a pas hérité d'un parti politique ou on n'a pas hérité d'un siège. Si c'est ça la force d'un parti politique, je suis désolé. Un parti politique, c'est d'abord une vision, une philosophie. Et c'est cette philosophie que je viens de partager avec vous. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier pour parler de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les conditions de sécurité dans l'est de la RDC ont continué de se dégrader, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement des civils. Je suis vivement préoccupé face à la progression rapide du mouvement du 23 mars M23 au Nord Kivu et de son expansion également vers le Sud Kivu. En dépit des nombreuses opérations menées par les FARDC, souvent appuyé par la MONUSCO et la SAMI-DRC. Ces 2 dernières semaines, le M23 a pris plusieurs localités stratégiques au Nord Kivu, notamment la ville de Kanyabayonga, située à cheval sur les territoires du Lubero et du Rutshuru. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Au Sud Kivu, les M23 a atteint également le territoire de Kalehe, alors que des tirs indirects ont touché Minova et d'autres villes alentours, tuant et blessant plusieurs civils et entraînant de nouveaux déplacements. Dans le sud de la province, des rumeurs d'infiltration du M23 sur les plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga sont venus exacerber les tensions dans les communautés locales, ce qui mérite l'attention urgente des autorités locales. Il s'agit du tout premier briefing presse du gouvernement souminois organisé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Ce jour, le porte-parole du gouvernement a convié les journalistes à comprendre de près les aspects diplomatiques de la guerre de l'Est. Ce soir, nous avons voulu non seulement vous la présenter sommairement, parce que nous ne ferons pas le résumé de tout son parcours, mais aussi vous présenter d'abord les grandes orientations diplomatiques pour ces nouveaux quinquennats. La chef de la diplomatie congolaise a tenu à éclairer l'opinion nationale et internationale sur la question du prétendu dialogue entre Kinshasa et Kigali en Tanzanie.
Je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Pourtant, le Rwanda avait déjà communiqué là-dessus en parlant d'un dialogue avec décision. Patrick Mouyaya parle d'un mensonge. Nous avions des discussions ici avec votre prédécesseur, Madame la ministre d'État, qui aussi a dénoncé cette pratique où même quand vous êtes dans des discussions informelles, cette tendance à surcommuniquer, parce que lorsque vous regardez les photos qui ont été publiées, vous n'avez même pas l'impression que notre collègue du gouvernement qui était sur place était au courant que ces photos étaient en train d'être prises pour avoir l'utilisation qui a été celle-là. Mais nous connaissons l'empire du mensonge, le pays de la manipulation. Pour Thérèse Kaikwamba, le processus de Luanda reste le seul cadre pour désamorcer la crise. Nous sommes allés à Zanzibar avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda, s'il s'aventure à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. La ministre des Affaires étrangères a soutenu que la pacification de la partie est de la RDC reste la priorité des actions diplomatiques qu'elle mènera durant son mandat à la tête de la diplomatie congolaise. Elle est venue au Congo pour faire de la manne et la prise, mais ne veut pas quitter et évoque la présence des militaires M23 au sud Kivu, raison pour laquelle elle ne veut pas quitter le Congo. Elle doit partir. Votre réaction est attendue dans les heures qui suivent. Comme l'ont fait les gens de Goma, comme l'ont fait partout ailleurs à l'est, pour qu'elle puisse partir de notre pays au niveau du sud Kivu. Et maintenant, elle veut s'éterniser dans ces pays-là. C'est une dame qu'on qualifie d'une diable congolaise. Une diable de l'extérieur envoyée au Congo, si vous voulez. Qu'elle parte, qu'elle emballe ses bagages et parte. On n'a pas besoin de ces déclarations à ce moment, car leur mission n'a rien apporté depuis plus de 20 ans. Je vous remercie. Leur départ est exigé par l'entière population congolaise. Et rien ne peut nous arrêter. Madame Keïta, ayez honte de ton organisation qui pille le Congo avec leurs avions, leurs véhicules, qui mettent des stratégies macabres pour dire la trêve, où les avions, où les camions, où les véhicules de réfugiés viendront de l'Ouganda et de l'Ouganda pour servir les réfugiés dans la partie congolaise. En tout cas, c'est la honte. Vous êtes à la fin. L'ONU est à la fin. L'OTAN est à la fin. Nous sommes en train de vous suivre de près. Quittez le Congo, Madame Keïta. Votre place n'est plus là-bas et emballez vos valises. Je vous remercie. Merci. 49e session parlementaire de la francophonie, la délégation de la RDC a réagi aux propos tenus par Louise Mushikiwabo. Parlant des conflits de guerre qui se constatent à travers le monde, la secrétaire générale de la francophonie n'a pas du tout évoqué la situation dans l'est de la RDC. Est-ce un oubli ou une esquive? S'interroge Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous,
donner un message très fort demain. Ce message est entendu par plus de 390 participants à cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, puisque ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message, puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où on parle, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, en République démocratique du Congo. La question de l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC s'est aussi invitée dans le couloir. Ici, Louise Mushikiwabo ne pouvait pas outrepasser les journalistes congolais. Interrogée au sujet de la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, la secrétaire générale de la francophonie a tout de même eu du mal à répondre à cette question. Alors ma réponse, c'est que en tant que secrétaire général de la francophonie, moi je souhaite la paix, je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber condamnant le Rwanda. Merci. Comment réagissez-vous? Merci. À noter qu'à Montréal, le président de l'Assemblée nationale est à la tête d'une importante délégation des députés nationaux, dont le rapporteur Jacques Njoli. Alain Bolodia, aujourd'hui la situation sécuritaire continue à inquiéter plus d'un Congolais. Les M23 signalés de plus en plus dans l'est de la RDC, précisément dans la province du Sud Kivu, alors qu'on nous parle d'un côté de la montée en puissance de l'armée congolaise. Oui, en fait, ceux qui vous gèrent ne font que mentir. Ils ne veulent pas que l'on vous dise des vérités. Apparemment, l'État n'est pas en mesure de nous sécuriser. Ce n'est pas seulement dans la partie Est, c'est partout. Voilà pourquoi vous trouvez Félix Tshisekedi, qui est le chef ou le symbole de l'unité nationale, est sécurisé par les étrangers. Ce que je comprends que M. Félix Tshisekedi et sa cohorte sont dans le deal. C'est-à-dire qu'ils sont là justement pour nous endormir. Parce que si vous faites la chronologie des faits, vous allez vous rendre compte que les choses se sont amplifiées dès l'entrée de M. Félix Tshisekedi en fonction. Pendant son discours d'assermentation... Donc vous voulez dire que Félix Tshisekedi ne devrait pas s'intéresser à la question sécuritaire? Non, je voulais dire qu'il ne veut pas s'intéresser aux vrais problèmes de Congolais, justement parce qu'il fait partie du problème. Et je peux vous les démontrer, madame. Déjà, dès l'entame, il a fait une déclaration disant que nous allons entrer dans EAC. Vous savez, EAC, c'est une vision de Julius Nyerere qui était le président de la Tanzanie vers les années 64, 65, 69. Ils ont eu à développer cette vision et créer, n'est-ce pas, en 1969, ce que vous appelez EAC, dans le seul objectif d'en faire de tous les membres un État fédéral. Ils n'ont pas pris tout le Congo, mais dans leur vision, ils prennent une partie du Congo. C'est-à-dire en commençant par Otuile, Ituri, jusqu'au niveau de Tanganyika. C'est ce qu'eux ont présenté comme carte de l'État fédéral de l'Est. Alors, comment pouvions-nous entrer dans une telle organisation? Alors que les visées étaient justement de créer un État où on allait être amputé d'une bonne partie. Alors, comment est-ce que Félix Tshisekedi ne voudrait pas que la paix redevienne alors qu'on l'a vu quand même mener une diplomatie? C'est de l'hypocrisie, ce n'est pas de la diplomatie, et c'est ce qui a poussé quand même aujourd'hui plusieurs pays à reconnaître que c'est le Rwanda qui madame, on a reconnu la présence du Rwanda il y a bien longtemps. Mais on ne pouvait pas dire que c'était le Rwanda. Soyez quand même sincère. Non, mais je le suis, madame. Non, mais dites-moi un peu. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi, c'est tout le monde dans le coin. Les coins qui peuvent parler du Rwanda. Vous pensez que moi j'ai commencé à citer le Rwanda parce que Félix Tshisekedi est en fonction? Nous avons commencé à citer le Rwanda depuis 1996. Oui, vous citez le Rwanda, mais c'était difficile même pour la communauté internationale de parler du Rwanda. Bon, madame, avez-vous déjà pris le soin de lire l'accord d'Addis Abeba? Il y a eu des engagements dans le Rwanda et que le Rwanda a eu à prendre. Le Rwanda a posé sa signature parmi les autres États.
Et vous savez ce qu'on a demandé à Rwanda? D'éviter de s'ingérer sur ces questions et de soutenir le M23. Il y a eu le rapport des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, dont la base technique était le rapport de la MONUSCO, citant nommément l'implication, le Rwanda et son implication. On a pris la résolution 2098 par le Conseil de sécurité, où on interdisait au Rwanda de soutenir les M23. Et vous pensez que le M23 a été défait, pourquoi? Parce que la communauté internationale avait pointé du doigt le Rwanda. Ce qu'on vous dit là, c'est faux. Mais moi, je vous dis, le M23 actuel a été créé avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. En 2019, dès qu'il est entré en fonction, il a pris une série de décisions. Il a d'abord désigné M. Claude Ibalanke, lui qui était le coordonnateur du comité de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Oui. Ce monsieur a signé un accord avec Bisimwa, Bertrand Bisimwa, en Ouganda. Cet accord contesté et contestable. Quelques jours après, Félix Tshisekedi a pris une ordonnance graciant le membre du M23, qui était en prison par ailleurs. Il les a graciés au mois d'avril 2019. Il les a graciés. Et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui en opération contre nous. Parce que c'est lui qui est le chargé des opérations et renseignements du M23. Il était en prison condamné à perpétuité. Il a été gracié par Félix Tshisekedi. Ils ont été ici, ils ont été reçus. Ils connaissent tout ce que nous faisons là. Et à chaque fois, M. Félix Tshisekedi envoie ses émissaires pour aller parler avec eux. Alors, aujourd'hui, quelle stratégie pour riposter Il n'y a que l'éveil de conscience, que tous les Congolais s'élèvent pour que nous combattions les ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Donc la réponse à la paix ne viendra jamais de l'extérieur. Madame, il faut combattre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, et je suis sûr et certain que ça va bouger les lignes. Et ce combat que vous demandez là, ce sera de quelle façon? Non mais l'article 63, moi je ne suis que dans la Constitution. L'article 63 dit quoi? Dit qu'on doit défendre notre intégrité territoriale en faisant quoi? En prenant tous les moyens qu'il faut. Donc il faudra que tous les Congolais aujourd'hui prennent des armes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On doit se battre. Vous avez envoyé combien de vos enfants dans l'armée? Et vous pensez que je n'envoie pas mon enfant, moi-même je suis là. Je vais me battre pour défendre l'intégrité. Mais Félix Tshisekedi n'a pas envoyé ses enfants non plus. Mais moi je suis là, je suis prêt à me battre pour défendre l'intégrité territoriale. Mais allez-y voir, alors allez accepter alors ce recrutement. Recrutement pour aller être envoyé sans nourriture, sans ration, et pour aller combattre, faire semblant de combattre les ennemis, les amis de Félix Tshisekedi. Non, nous allons combattre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Nous sommes prêts. Attention, je me suis déjà battu une fois. Je le ferai pour la deuxième fois. Mais oui. C'était à quelle occasion? En 1998, c'est nous qui avons pris en charge le Rwandais ici, dans cette ville. Vous? Et nous? Alain Bolodja était parti? Oui, j'étais là. Il y a même des vidéos, je suis passé dans plusieurs chaînes internationales. J'étais là. Et ne pensez pas que ça sera la première fois. Madame, essayez un peu de vous imaginer. Vous savez que les 2 345 409 km dont vous faites souvent allusion, il y a les territoires aussi de mon grand-père. Peut-être que vous ne le savez pas. Ma famille est centenaire. Voyez-vous, mon père est né en 1918. C'est-à-dire que mon grand-père est né en 1884, avant l'avènement de l'homme blanc, officiellement. Voyez-vous, je suis de la lignée de ceux qui sont battus pour que nous ayons ces territoires-là. Je ne veux pas accepter un groupe de gens s'aventurer. Dans les prochains jours, nous allons vous voir à l'œuvre. Madame, je le fais déjà. Vous ne voyez pas que je combats les ennemis de l'intérieur? Vous ne l'avez pas senti? On va les combattre. Parce que l'intégrité territoriale n'est pas à négocier. Notre identité en tant que nation, en tant que peuple, n'est pas à négocier. Je n'accepterai jamais qu'on tue mes frères avec ces semblants de politique polluée, des gens qui soufflent le chaud et le froid. Vous voulez justifier la photo? En bon, vous voulez nous dire que la photo là, vous ne saviez pas qu'on allait diffuser? On vous reproche pas le fait d'avoir pris la photo, on vous reproche le fait de vous retrouver avec les ennemis de la République. Ici, vous nous dites que vous ne parlementerez jamais avec ces gens-là. Mais on vous trouve sur la photo, vous dites non, ce n'était pas dans ces cadres. Et d'ailleurs, on ne savait même pas qu'on allait prendre la photo. Est-ce que nous vous reprochons la photo? De Louise Mushikiwabo. Madame, elle est rwandaise. Elle est rwandaise. Elle défend les intérêts de son pays. De l'autre côté, il n'y a personne qui nous défend. Non, la RDC n'est pas encore à mesure de défendre ses intérêts. Votre ministre en charge des médias, il prend des photos selfie avec Kagame. C'est lui qui a dit que le Kinyarwanda, c'est une langue congolaise.
C'est lui. Peut-il nous dire dans quelle tribu, de quelle tribu, dans quelle province, ou sur base de quelles données historiques, où le Kinyarwanda est une langue congolaise? Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Alain Bolodia, vous allez donc le voir sur terrain. Hein? Il a promis de combattre pour la RDC. Alors, c'est complètement fini. Vous aviez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre dans Info 7. On ne libère pas un peuple. Le peuple se libère. M. Félix Tshisekedi a commis beaucoup de bourdes. Il continue à en commettre. Il n'a pas l'humilité nécessaire pour nous diriger. Nous sommes en face des ennemis. Oui, ils sont organisés. Probablement qu'ils sont plus intelligents que ceux qui nous dirigent. Mais ils ne sont pas plus puissants que le peuple. Un peuple déterminé est plus redoutable qu'une bombe atomique. Je dois dire aux Congolais, ne perdez pas espoir. Nous devons nous battre. Si Lumumba est mort pour ce pays, je peux le faire aussi. Comme tous les Congolais peuvent le faire. Je l'ai dit et je défie quiconque. Si vous allez dans l'histoire de ces pays, vous allez citer mes arrière-grands-pères. Voyez-vous? C'est-à-dire que ça ne sera pas la première fois. Ne pensez pas que la vie a commencé par Tshisekedi. Nous nous sommes battus, moi, que ce soit mes oncles, se sont battus pour ces pays. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous battez le faire. Non, mais je n'ai pas de choix, madame. J'ai des enfants. Je dois protéger mes enfants. Je ne veux pas donner à mes enfants un pays instable juste parce qu'il y a des gens qui préfèrent festoyer alors que nos militaires font de patrouille à pied. Nous devons nous battre et nous n'avons pas d'autre choix. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Alain Bolodia, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, madame. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Et surtout si l'article 104 est enclenché, ça serait mieux. Je rappelle que notre invité de ce jour est président national du parti politique Lèvons-nous et bâtissons. Il est également coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas toujours de nous écrire. Et la porte de Info 7 reste toujours grandement ouverte à tout le monde. Merci. Alors, je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Eh bien, c'est complètement fini. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.